Merci d'être au rendez-vous d'Économie de Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, la grandeur passée au service d'un avenir rempli d'incertitudes. L'Égypte avait rendez-vous aujourd'hui avec son histoire. Inauguration en grande pompe du canal de Suez, nouvelle formule. 1 an de travaux, une facture de 8 milliards de dollars et la promesse d'1 million d'emplois. Quelles conséquences aussi pour le commerce maritime mondial? Élément de réponse dans un instant. Et puis en Syrie, qui l'eût cru? Un festival du tourisme à Homs. Il a lieu en ce moment même. On parle bien de cette ville martyre de la guerre civile, reconquise l'an dernier par l'armée de Bachar el-Assad. Et vous le verrez aujourd'hui, les autorités tentent d'effacer les images de désolation au profit du commerce local. Gros plan tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Avant de les développer, tour du monde de l'info éco. Et d'abord, l'épilogue d'un feuilleton qui aura duré 8 mois, celui des 2 navires Mistral que devait fournir la France à la Russie. Paris et Moscou se sont finalement mis d'accord. La France, qui avait annulé la livraison en raison de la crise ukrainienne, remboursera intégralement les sommes avancées par la Russie au titre du contrat signé en 2011. D'après Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, le montant sera inférieur à 1,2 milliard d'euros, le tarif initial. Et Paris récupérera ainsi la pleine propriété des frégates avec possibilité de revente. Toujours à propos de la Russie, ce jeudi 6 août marque le premier anniversaire de l'embargo alimentaire décrété par le Kremlin sur les produits européens. Décision prise en réponse aux sanctions européennes, elles-mêmes adoptées ensuite au conflit en Ukraine. L'Association des syndicats agricoles européens évalue à 5,5 milliards d'euros la baisse des exportations du secteur pour le vieux continent, soit la moitié de leur total. Notez aussi que la monnaie russe est retombée ce jeudi à ses plus bas niveaux en 5 mois et notamment face à l'euro qui a dépassé la barre des 70 roubles. Un mot de la Grèce, Alexis Tsipras s'est dit confiant hier quant aux chances d'Athènes de décrocher un accord avec ses créanciers. Les discussions battent leur plein entre son gouvernement, le FMI, la BCE, la Commission européenne et le Fonds de sauvetage de la zone euro. 4 institutions pour délivrer de nouveaux prêts, 80 milliards d'euros, sauver les banques et éviter la faillite et sortie de la monnaie unique. Nous sommes dans la dernière ligne droite vers la conclusion d'un accord avec les institutions. Cet accord comporte des épines, on ne peut l'ignorer. Il inclut des politiques que nous n'avons pas choisies. Mais nous sommes obligés de le mettre en œuvre. Malgré les difficultés, nous espérons que cette entente mettra fin à l'incertitude sur l'avenir de la Grèce dans la zone euro. Des images aussi de la grève, la deuxième en moins d'un mois qui touche le métro de Londres. Le mouvement est lié à l'introduction d'un service de nuit le week-end. Des millions d'usagers affrontés dès ce matin d'interminables files d'attente derrière les trains ou les bus. C'est un cauchemar parce qu'aucun métro ne circule. Donc tout le monde se bat pour arriver à destination. Et puis en Asie, la présidente sud-coréenne sonne l'alerte sur la situation économique de son pays. À mi-mandat et au plus bas dans les sondages, elle veut donner un second souffle à la 4e économie du continent. Seulement 0,3% de croissance au 2e trimestre et un marché de l'emploi en berne. Une intervention chirurgicale majeure sur l'ensemble de notre économie est inévitable pour mettre fin à des problèmes chroniques et structurels et faire un nouveau bond en tant qu'acteur majeur au niveau mondial. Les réformes que le gouvernement poursuit ne vont pas bénéficier à un groupe ou une génération en particulier, mais c'est une question de survie. Notre avenir et celui de nos descendants est en jeu. Allez, les marchés financiers, c'est l'heure du bilan de la semaine. Et en Europe, il faut le dire, la déroute de la bourse d'Athènes est passée inaperçue du côté du grande place financière. On a préféré se concentrer sur les bonnes performances macro et micro, et il y en a eu. En revanche, Wall Street était davantage poussif. Bonjour Eric Lewin. Eric, ça ressemble à un jeu de vase communicant au profit ces temps-ci de l'Europe. Oui David, en fait il y a une déconnexion actuellement sur les marchés entre des bourses européennes qui sont extrêmement dynamiques, avec notamment une hausse de l'ordre de 3 à 4% sur l'ensemble de la semaine, et une bourse américaine qui patine. Alors du côté des États-Unis, les statistiques américaines qui sont sorties sont un petit peu mitigées. Certaines plaident pour une hausse des taux d'intérêt, d'autres plaident plutôt pour une stabilité, et les résultats des entreprises américaines sont bons sans être excellents. En Europe, ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, les résultats des entreprises sont plutôt bons, voire très bons. On a eu le cas notamment ces derniers jours de Vinci, de la Société Générale ou encore d'AXA. Et puis, tous les indicateurs macroéconomiques vont dans le même sens, c'est-à-dire une reprise
reprise de la croissance dans la zone euro. Et comme en plus les actions européennes sont moins chères que les actions américaines, eh bien on a des vases communicants, c'est-à-dire que les gérants se positionnent sur la zone euro qui semble pour l'instant être la zone à préférer de la part des investisseurs. Tendance à surveiller, surtout dans l'hypothèse d'un relèvement des taux de la Fed qui semble se confirmer. Merci Eric. Direction donc l'Égypte qui veut renouer avec son glorieux passé, rappeler au monde sa position stratégique. C'est pour cela aussi que le canal de Suez a fait l'objet de grands travaux. La nouvelle voie parallèle, 72 km, était donc inaugurée ce jeudi. Elle est censée incarner la nouvelle Égypte moderne, performante, voulue par le président Al-Sisi, sans pour autant faire oublier de vrais enjeux économiques. Le nouveau canal peut-il contribuer au redressement? On regarde d'abord ce sujet de Laura Duhamel. 72 km de long, 24 mètres de profondeur. Le chantier a été pharaonique. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi inaugurait ce jeudi la seconde voie du canal de Suez. Un projet fort en symbole qui vise d'abord à relancer l'économie égyptienne. L'idée est égyptienne, le plan est égyptien, la décision est égyptienne. Objectif, doubler la capacité du trafic sur cette artère reliant mer Rouge et mer Méditerranée. D'ici 2023, une centaine de navires devraient pouvoir emprunter le canal quotidiennement contre 49 actuellement. Et cette seconde voie va aussi permettre une circulation dans les deux sens, ce qui réduira de 18 à 11 heures le temps d'attente des bateaux. Nous essayons de réduire le temps d'attente ici, mais aussi sur les lacs, car quand un bateau s'arrête, cela signifie que son propriétaire doit payer l'équipage, le carburant, mais aussi les retards dans la livraison, car il doit s'arrêter pendant 11 heures jusqu'à ce que les autres convois passent. Construit il y a 146 ans, le canal de Suez est l'une des principales sources de revenus de l'Égypte et le symbole de son indépendance au XXe siècle. C'est aussi l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde et un point clé du commerce mondial. Près de 8% du trafic maritime mondial passe par le canal de Suez. Après un an de travaux et 9 milliards de dollars d'investissement, la seconde voie devrait aussi faire bondir les revenus du canal. De 5,3 milliards de dollars cette année, il passerait à 13,5 milliards de dollars en 2023. Des annonces qui laissent certains sceptiques. Il y aura certainement une hausse des revenus, mais les chiffres annoncés sont-ils réalistes et crédibles? On ne sait pas comment ils ont été calculés. Alors que l'Égypte fait face à une vague d'attentats djihadistes sans précédent, le projet sert à présenter le pays comme un acteur incontournable sur la scène régionale. Un moyen aussi pour le pouvoir de renforcer sa légitimité. Les autorités souhaitent également développer la zone qui borde le canal pour en faire une plateforme industrielle et commerciale. Plusieurs ponts et un centre de service pour les flottes commerciales traversant le canal sont prévus. Au total, 1 million d'emplois sont censés être créés dans les 15 prochaines années. En construisant ce nouveau canal, nous rendons service au monde entier. La nourriture sera livrée plus rapidement, les médicaments, l'essence, les pièces de rechange. Pour autant, l'économie reste actuellement en berne en Égypte. Le gouvernement vise un audacieux taux de croissance de 7% prochainement. Mais le secteur vital du tourisme souffre des troubles politiques depuis 4 ans. En 2014, seuls 9,9 millions de touristes ont visité l'Égypte, contre près de 15 millions en 2010. Le nouveau canal de Suez a donc bien des promesses à tenir. Il semble porter les espoirs d'une nation entière consciente que son économie est à genoux. Bonjour docteur Franck Khalifa. Bonjour David. Bienvenue, professeur certifié hors classe d'économie. Alors d'abord, le canal de Suez, un ouvrage colossal réalisé en un temps record, à moins d'1 an. Est-ce que c'est bien ce cadeau au commerce mondial tel que le présentent les autorités égyptiennes? Oui, sur le plan théorique, j'allais dire, c'est un cadeau à la libéralisation des échanges telle qu'elle se veut, telle qu'elle se pense dans le libéralisme économique. Donc il s'agit d'un cadeau, mais il s'agit surtout d'un cadeau qui est fait à l'économie égyptienne, principalement, et à la puissance russe, ainsi qu'aux pays du Golfe largement contributeurs. Et c'est pour ça que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait de la stabilité, de la sécurité dans cette zone aussi. Absolument, vous avez mis le doigt sur un aspect très important, outre le tourisme en Égypte, il s'agit de sa position géostratégique, et tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une stabilisation, effectivement, économique. Et pour l'Égypte, c'est vraiment un enjeu économique. On sait que le canal, c'est une source de devises, mais ce n'est pas non plus ce qui va faire décoller la reprise non plus.
Non, c'est pas ce qui va faire décoller la reprise, mais il s'agit d'un enjeu économique majeur, puisque comme vous l'avez vu au travers des reportages, on était dans des revenus de 5 milliards de dollars aujourd'hui au Trésor égyptien, et on a comme objectif de tripler ces sources. C'est du potentiel. Alors on va justement maintenant aborder plus globalement cette économie égyptienne, troisième économie du continent africain, seulement 2% de croissance l'an prochain, 14% de chômage, il y a de l'inflation aussi, c'est difficile après 4 années d'instabilité, de révolution, la reprise c'est pas pour demain. Oui, il faut relativiser cette troisième position. Ça reste un pays pauvre, largement dépendant de son tourisme, largement dépendant du blé russe, contrairement à ce que... Premier importateur mondial de blé. Exactement. D'ailleurs, les Russes importent aussi beaucoup de produits agricoles de l'Égypte. On a un système bancaire qui est détenteur de 90% de la dette publique égyptienne. Et dette qui est soutenable, là encore. Dette encore soutenable. Et on a une livre égyptienne qui subit une pression importante par rapport à au fait qu'elle soit rivée sur le dollar. Et malgré la dernière dévaluation en 2015... Et puis un autre aspect de cette économie, c'est sa dépendance à l'aide internationale aussi. Oui, il y a une dépendance par rapport, je vous l'ai dit, à la Russie et aux pays du Golfe, qui étaient présents d'ailleurs, rappelez-vous, au forum de Davos. Et il y a quelques temps. L'armée qui est hors de prix. En quelques mots, quelles sont les conditions pour vous pour une vraie reprise? C'est d'abord la sécurité, la stabilité politique à long terme? Oui, il faut d'abord, ce que essaie de faire Al-Sisi, d'instaurer un régime de calme politique, tout en sachant qu'à tout moment, c'est des pays qui peuvent se retourner sur eux-mêmes. Il faut, évidemment, il y a la présence de deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie, qui rivalisent dans cette zone-là. Et puis surtout, essayer d'abaisser le seuil de pauvreté qui est de 40% de la population est pauvre. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, pour toutes ces explications. Merci, David. Allez, le Proche-Orient toujours, mais plus au nord, avec cet interminable conflit syrien. 4 ans, 220 000 victimes et une ville symbole, Homs, grande métropole de l'ouest du pays, tout près du Liban. C'est là qu'a débuté l'insurrection. 2 années de siège, de combat avant la reconquête l'an dernier par l'armée régulière. La moitié de la ville est un champ de ruines. Le reste se veut l'image d'une renaissance. C'est en tout cas le souhait des autorités qui organisent cette semaine un festival du tourisme. Johanna Citruc. Voici Homs en 2013. Des rues détruites, des bâtiments abandonnés, victimes de la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, certains quartiers ont été reconstruits. Et la ville est même l'hôte d'un festival du tourisme. Cela montre que la volonté de notre peuple est grande et forte et nous allons retourner à nos vies dès que les choses deviendront stables. Il y aura un retour à la sûreté, la sécurité et à la paix. Pour l'occasion, toutes sortes d'événements ont été organisés. Des défilés, des activités sportives, des lectures ou encore des concerts. Sur place, le ministre du Tourisme s'est montré plutôt encourageant. Je dirais que le tourisme local est bon. Ce qui est frappant aujourd'hui est l'augmentation des investissements du secteur grâce à ce nouveau tourisme local. Aujourd'hui, nous voyons de nouveaux hôtels ouvrir, nous voyons de nombreux projets débuter, en particulier dans les zones les plus sûres. Mais pour attirer les clients, les commerçants sont parfois obligés de casser les prix. Pas de quoi assurer leur avenir. Les conditions sont bien sûr difficiles. Les perspectives économiques, quel que soit le projet, ne seront pas forcément bonnes à cause de la crise. Mais l'idée est de faire revivre le pays, et notamment ce quartier qui est considéré comme sûr. Nous faisons de notre mieux pour encourager le tourisme local, pour encourager les gens à venir ici, leur proposer des prix raisonnables. L'économie a été lourdement affaiblie par les combats de ces 4 dernières années. Les pertes ont dépassé les 200 milliards de dollars. La livre syrienne a perdu plus de 3/4 de sa valeur et l'inflation a explosé. Entre janvier 2012 et mars 2015, la hausse des prix est estimée à 51%. Des données qui s'ajoutent aux pertes humaines, plus de 220 000 morts et au moins 4 millions de réfugiés. Un bilan terrible et justement les réfugiés, on va en parler dans le Media Watch, c'est tout de suite. La revue de presse avec donc le conflit syrien à la une aujourd'hui. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors certains réfugiés ont pu bénéficier d'une jolie initiative. Racontez. Effectivement, la semaine dernière, un couple turc a célébré son mariage, mais au lieu d'offrir le repas traditionnel à leurs invités, ils ont décidé de distribuer toute la nourriture à des réfugiés syriens. C'est donc avec l'aide d'une ONG locale qu'ils se sont rendus dans un camp au sud du pays et ils ont offert leur dîner à quelques 4000 personnes, le tout en costume et en robe
robe de mariée à bord d'un food truck, comme vous pouvez le voir à l'écran. Belle image de solidarité. Vous nous parlez aussi, Johanna, de cet abominable, il faut le dire, un catalogue qu'on doit à Daesh. Il s'agit d'esclaves sexuels. Oui, selon un article de Bloomberg, c'est une des représentantes de l'ONU qui a mis la main sur ce document lors d'une mission en Irak en avril dernier. Un texte qui détaille notamment les prix des esclaves sexuels. On apprend donc que les enfants de moins de 9 ans sont vendus environ $160. Les jeunes filles entre 10 et 20 ans, c'est aux alentours de $120. Pour les femmes qui ont plus de 20 ans, c'est un petit peu moins élevé, moins cher. Ça va de $40 à $80. Vous l'aurez donc compris, David. Le prix est inversement proportionnel à l'âge de la victime. La déchéance totale. Et puis rien à voir, vous avez pour nous une liste des acteurs les mieux payés au monde. Oui, un classement qui est mis au point par le magazine Forbes. Et pour la 3e année consécutive, eh bien, c'est l'interprète d'Iron Man, Robert Downey Jr., qui arrive en tête avec $80 millions. C'est 5 millions de plus que l'année dernière. En 2e position, c'est Jackie Chan, qui est le 2e acteur le mieux payé au monde avec $50 millions. Et sur la 3e marche du podium, on retrouve Vin Diesel qui a empoché $47 millions. Globalement, ce classement est dominé par les Américains et les Indiens, mais aucun Français. Ouais, par contre, il y a George Clooney, que vous aimez bien, oui, dans le top 30. Qui est 27e avec $16,5 millions. Voilà, what else. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient très vite sur i24 News. Et la suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.